Est-ce que pour le maintien en service de systèmes électriques, vous ne butez pas certaines fois sur des questions de brevets? Non, pas trop dans ce domaine-là. Mais ça dépend de quoi on parle en termes de brevets. Mais sur la méthodologie pour obtenir des systèmes fiables, ce sont des méthodologies qui sont quand même du domaine public. Donc on n'a pas été trop confronté à des sujets de brevets. En revanche, sur des systèmes plus globaux, sur des concepts plus généraux, il y a des brevets qui sont posés. Effectivement, sur des systèmes sécuritaires, sur des méthodes pour atteindre un niveau de sécurité, il y a effectivement des brevets dans ce domaine-là. En revanche, l'évolution de la législation fait que certains équipements deviennent caducs parce que on est passé à une nouvelle technologie pour différentes raisons. Voilà. Ça peut être la protection de l'environnement d'ailleurs, hein, ça peut être donc qui est un progrès. Je pense en particulier à tout ce qui était ROHS, donc le plomb. Hein, on a progressivement sorti tout le plomb de l'industrie. En revanche, on l'a maintenu. Il y a des dérogations pour l'électronique militaire, pour l'aéro, hein, tout ce qui est aéro. On ne fait pas encore voler des avions ROHS. Voilà. Donc comment dire, le droit a un impact réel. Oui. Moi, j'ai une question peut-être très maladroite. Il y a 2 ou 3 ans, toutes les ampoules à incandescence ont été remplacées par des ampoules absolument merveilleuses qui coûtaient 4 fois plus cher et qui, normalement, devaient avoir une durée de vie 4 fois plus longue. Or, c'est exactement la même, voire pire. Est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Bon, les ampoules sont faites avec des LED, mais très souvent, c'est pas la LED qui pose problème. Et dans la communication, on communique surtout autour de la LED. Mais on communique moins sur la fiabilité de l'électronique qui va piloter la LED. Parce qu'en fait, des LED travaillent sous des tensions qui sont très basses. Et donc, entre le secteur et la LED, il y a une électronique d'interface et les problèmes se situent plutôt autour de ce sujet, sachant que cette électronique, si elle chauffe trop, ben, sa durée de vie diminue énormément. Donc moi je pense que le problème il se situe plutôt autour du pilotage, alors que la communication globale se situe au niveau de la LED, qui est une communication plutôt technologique par rapport à la production de lumière. Mais pour le consommateur, le résultat est le même. Oui, exactement. Jean-Luc, vous pouvez aller prendre le train. Bon, bonne soirée. Merci. Alors, d'autres questions? Voilà, pour nos deux. Ma question va porter sur la durée de la garantie. UFC que choisir, il y a environ 6 mois, a proposé le doublement de toutes les durées de garantie, c'est-à-dire passer grosso modo de 2 ans à 4 ans, et je rajouterai en intégrant la pièce, main-d'œuvre et déplacement pour toutes les machines tournantes ou électroniques. Est-ce qu'une mesure comme celle-là vous semblerait répondre à un certain nombre des problématiques que vous avez exposées? Ah oui, je pense, oui. Oui, puisque la démarche, quand même, elle est parfaitement maîtrisée et calculée. On évoquait la LED, mais en fait, le problème qui était évoqué, c'est très souvent, ce qu'on a vu aussi dans le marché de l'électroménager, par exemple, c'est qu'il y a des... On sait que certains composants vieillissent de manière accélérée quand leur température ambiante est élevée. Donc, et pour certains, qui sont bien ciblés, on sait que la durée de vie diminue par 2 à chaque fois que la température augmente de 10 degrés. Donc il y a eu, à une certaine époque, un calcul avec un profil de mission. Si je prends une machine à laver,
où on sait qu'elle est utilisée tant d'heures par semaine. Et de manière volontaire ou pas, certains composants ont été sous-dimensionnés de façon à ce que le courant les échauffe de manière importante, de façon à réduire leur durée de vie. Donc ça veut dire que tous ces paramètres sont maîtrisés. À partir du moment où vous prolongez la durée de vie, vous forcez le concepteur ou le producteur du produit à prendre en compte cette donnée et à faire en sorte que ce phénomène n'arrive pas pendant la durée de garantie. Donc en prolongeant les durées de garantie, on va augmenter la fiabilité du produit sans pour autant, à tous les coups, augmenter son prix, quoi. Alors, monsieur, on va levez-vous, on va peut-être vous entendre. Oh là, non, le micro arrive. Merci pour cette excellente conférence. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on aura envie du smartphone en France, d'après vous. Est-ce que c'est possible et qu'est-ce que vous en pensez? Guido Locatelli. Je ne sais pas si c'est une question. C'est une très bonne question. J'ai peur qu'on ait un peu loupé le train sur ce sujet-là. Ça fait partie des sujets qui font qu'on doit se structurer pour pouvoir faire face à ces innovations. On vous a parlé d'un certain nombre de projets. Et là, on ne désespère pas de s'y mettre, mais il y a plein d'acteurs qui sont déjà sur ce marché-là, qui est un marché lucratif, au-delà de social et environnemental. Et peut-être qu'il y aura un envie du smartphone. En tout cas, nous, on va essayer déjà de commencer à vendre des Fairphone chez nous, par exemple. Et peut-être, effectivement, qu'on réussira à avoir un envie des smartphones. En tout cas, on essaierait, si on n'arrive pas à se positionner sur le réemploi, parce que c'est quand même très, très spécifique, de travailler sur des solutions de recyclage plus efficaces. Et c'est pour ça qu'on se doit de faire de la R&D. Ouais. Merci. Merci. Pouvez-vous... Alors, allez-y. Hélène. C'est une question tout à fait terre à terre, mais je voudrais, comme je vous ai bien écouté, savoir pourquoi EDF veut absolument changer mon compteur. Est-ce que c'est intentionnel ou prévisionnel? Alors d'abord, c'est plus EDF, c'est Enedis. Enedis, exact. Et ensuite, y a-t-il des spécialistes d'Enedis dans la salle? Sur les compteurs intelligents ou communicants, on n'est pas là, me semble-t-il, dans l'obsolescence programmée, puisque ce sont des produits nouveaux qui sont censés apporter des services nouveaux. Oui. C'est-à-dire des services de relève à distance, des services de souplesse dans la gestion des réseaux électriques intelligents. Je ne suis pas le défenseur d'eux, mais alors, soi-disant, là, vous êtes dans le soupçon ou dans le... Voilà. Mais alors, y a-t-il des spécialistes de... Non. Alors, j'ai essayé de rectifier ce qui pouvait être rectifiable. Simplement donc Enedis, je pense que c'est eux ils prennent en tout cas le recyclage des anciens compteurs au sérieux, puisqu'il y a eu toute une consultation qui a été faite pour les collecter, les recycler, et nous on est dans cette chaîne-là. Donc ce que je peux vous apporter comme témoignage, c'est qu'au moins, peut-être qu'ils sont encore fonctionnels et qu'ils pourraient encore durer et qu'il ne faudrait pas les remplacer. Ça, je ne peux pas vous apporter une réponse qualifiée sur le sujet. Par contre, ils sont bien recyclés. L'autre solution aurait peut-être consisté à remplacer les compteurs un par un. Attendre que votre compteur défaille, tombe en panne, et ensuite Enedis arrive et change un compteur. Le coût n'aurait peut-être pas été le même. Et puis la qualité globale du service pour le réseau de distribution d'électricité, qui appartient aux collectivités, n'aurait peut-être pas été le même. Mais voilà, c'est quelques éclairages qui sont proposés. Est-ce que...
est-ce que la France enfouit beaucoup de déchets en Afrique? Pardon, je n'avais pas vous voir, donc c'était perturbant. Je vois, ouais, je vois. Normalement, non. Il y a des lois pour ça. Voilà, on n'exporte pas ce qu'on veut comme on veut. Non, il y a des lois pour ça. Donc Après, les lois peuvent être contournées, donc nous, on fait attention à ça. On sait que sur les déchets qu'on traite, il y a des trafics qui visent à amener, soi-disant, des appareils fonctionnels en Afrique pour équiper des gens qui pourraient les réutiliser, parce qu'ils les réutilisent beaucoup plus que nous, en général, ça c'est bien vrai. Mais après, le problème, c'est que quand ils arrivent là-bas, ils peuvent, vraiment là, du coup, ils ne sont pas du tout recyclés, donc voilà. Et puis, parfois, c'est juste un prétexte pour les amener au large de quelques côtes et de les balancer en mer avec le container qui les contient. Voilà, donc ça, c'est des reportages que j'ai vus comme vous. Hein, donc, mais a priori, il y a quand même des lois, c'est pas simple. Donc nous-mêmes, pour exporter certains de nos extraits en Belgique, c'est pas simple. Il y a beaucoup de contraintes. Ma question est pour Guido. Moi, j'ai passé une partie de mon existence aussi dans la récupération, mais des objets industriels. Et donc, je voulais savoir si Envie avait envie d'une filière industrielle, compte tenu parfois des volumes très importants qu'il y a. On peut prendre par exemple un exemple, une société va renouveler son parc informatique et d'un seul coup, il va tomber 2000 micros. Ou par exemple, il y a les onduleurs informatiques qui sont remplacés parce qu'au bout de 2 ans, pour des questions de sécurité, il faut renouveler la salle informatique. Or que ces onduleurs, ils pourront encore tourner pendant 10 ans. Et ils permettraient à des gens qui ne peuvent pas se payer un onduleur industriel de bénéficier d'un onduleur industriel à un prix très économique. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites dans ce sens-là? C'est un axe de développement pour nous très clair et très clairement identifié. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si on veut rénover et vendre des ordinateurs qui peuvent durer... Bon, mon ordinateur, d'ailleurs, que je me suis fait piquer mon ordinateur récemment. Donc, voilà, l'ordinateur que j'ai pris, il est issu du parc informatique d'une entreprise. Il a été rénové à Saint-Étienne dans un atelier qui rénove les PC. En fait, il n'avait pas grand-chose à faire. Et c'est un équipement tout à fait qualitatif qui a beaucoup de valeur encore. Donc oui, c'est quelque chose qu'on essaie de développer. Il y a une concurrence de brokers qui font déjà ça de manière qui sont très forts là-dedans parce que c'est du commerce tout court. Nous, notre métier, il est quand même un peu plus complexe avec une dimension sociale et environnementale, mais on essaie de se positionner là-dessus parce que clairement, c'est beaucoup plus facile de réemployer des appareils professionnels comme ceux-là que des appareils qui viennent d'une déchetterie ou des appareils qui viennent d'un particulier. Donc oui, c'est à la fois plus rentable, donc c'est bon pour notre modèle économique, et c'est bon aussi d'un point de vue environnemental, parce que ça donne des solutions très efficaces d'un point de vue du réemploi. Et si vous avez des pistes, je suis preneur. Il y a par exemple des besoins qui sont très simples. Ces matériels, on peut dire qu'ils sont industriels. Il y a par exemple des cartes électroniques dedans. Vous avez une panne, par exemple, sur un onduleur industriel, il y a une carte de communication qui tombe en panne. Si vous la cherchez, on dirait qu'il y a tout est fait pour que vous ne la trouviez pas, cette carte. Or qu'on sait qu'il y a obligatoirement des milliers d'onduleurs qui ont été arrêtés et que ces cartes-là, il suffirait de les revendre, en fait, de les sortir de l'onduleur et de les revendre. Voilà une piste que je vous donne. Et je vous dire qu'il y aurait un bon business là-dessus. C'est-à-dire tout simplement sortir les cartes. Seulement, est-ce qu'on vous laisserait faire? Est-ce que les industriels qui vendent les onduleurs, est-ce qu'ils seraient contents de trouver que les pièces détachées se trouvent à pas cher? C'est une question que je vous pose. Ouais, ben là, c'est une bonne question auquel je vais essayer de répondre rapidement. C'est qu'en fait, je disais tout à l'heure, il y a des industriels qui font en sorte que leurs appareils soient sabotés avant de passer chez nous. Apparemment, ce serait interdit. Et puis j'ai l'impression que c'est les industriels, comme on parlait tout à l'heure du groupe SEB, j'ai pas d'action particulière chez SEB, mais plutôt que de subir le fait de devoir
s'occuper de ce sujet-là et être en confrontation avec les gentils qui font de l'économie circulaire et les méchants qui produisent et vendent, eux, ils disent, bah non, on va faire, nous aussi, de rendre nos appareils plus réparables et en faire une marque de fabrique ou un facteur de différenciation qui nous permet de mieux vendre nos produits. Donc effectivement, il y aura toujours une attitude de résistance, mais à un moment donné, il vaut mieux surfer la vague plutôt que de se la prendre en pleine figure. Donc il y a certains, voilà, je pense qu'à terme, ça va pouvoir marcher. Seb étant implanté dans la région, est-ce que vous avez davantage d'informations sur la mise en place et les résultats de ce système qui a été lancé il y a un an et demi, je crois. Donc vous avez peut-être entendu parler de certains retours. Je ne pense honnêtement pas en avoir plus que vous, parce que j'ai pas... Voilà, ce que je pense, c'est qu'il y a une vraie... pour avoir été en contact avec le responsable du développement durable chez Seb, c'est une vraie démarche d'entreprise, quoi. Donc ils sont vraiment dedans, et c'est pas juste du greenwashing, quoi. Les consommateurs sont-ils au courant ? Et y a-t-il un réseau de réparateurs ? C'est un sujet qui devait être évoqué. Les réseaux de réparateurs. Alors monsieur, puis monsieur. Ah, attendez. Alors vous. J'ai une petite question. Alors, petite question. Alors qui d'abord ? Je ne sais pas. Allez-y, tout le monde Donc, pourra parler. C'est par rapport à la réparation. Alors, on y viendra. Alors, dans quel ordre ? Dans quel ordre ? Alors, ils se font des politesses. C'est sur un autre sujet, mais je vous laisserai le micro après. On espère. C'est pour la partie électronique et batterie qu'on a dans les appareils, qu'on a de plus en plus dans tous les objets connectés, et même dans la mobilité maintenant. Je voulais savoir quelles étaient les filières de recyclage sur ces composants, sur ces parties électroniques et recyclage et batterie en France. Et je voulais savoir s'il y avait des acteurs qui essaient de réutiliser des composants tels quels, de vieilles cartes électroniques, sur des nouvelles cartes électroniques. Voilà. Alors là, il faut faire attention parce que quand on réutilise des vieux composants pour les remettre sur des nouvelles cartes, on les chauffe à nouveau, on les affaiblit, donc c'est pas toujours très simple. Par contre, en recyclage, dans les composants électroniques, il y a un élément qui est important qu'on peut recycler, et c'est tout ce qui est connexion interne qui est en or. Et donc il y a aujourd'hui des filières qui extraient l'or, qui servent à la connexion entre la puce et le boîtier, qui permettent justement de récupérer cet or. Mais en récupération de composants, les dessouder, les remettre sur une carte, on ne maîtrise plus la fiabilité de la carte réparée. Ça ne se fait pas trop. Il y a parfois de fausses bonnes idées. Ça ne marche pas à tous les coups. Alors pour la réparation, Hélène, monsieur souhaite parler de la réparation. D'accord. Oui, bonjour, je suis Alain Potreau du groupe Seb. Donc comme... Non, on n'a rien dit de négatif. Non, mais je vous remercie pour la publicité. Donc je ne citerai pas toutes nos marques, puisque effectivement on est le premier fabricant mondial de petits électroménagers et on est lyonnais, donc voilà, profitons-en. Donc juste un ordre de grandeur. Effectivement, c'est une politique qu'on a lancée il y a maintenant une douzaine d'années, avec la volonté que nos produits soient considérés comme des produits durables, qu'on les utilise le plus longtemps possible. Donc il y a beaucoup de choses derrière, je ne vais pas en parler tout de suite, mais juste pour donner la question, c'était est-ce que ça marche ? On a vu globalement depuis 5 ans qu'on voit la garantie puis après la garantie. C'est deux choses différentes et je ferai juste un commentaire sur la garantie après et sur les suggestions de que choisir. Mais donc ce qui nous intéresse, c'est la partie après la garantie. C'est là où on va vraiment voir si un produit est durable et si les gens sont d'accord pour le réparer. Puisqu'un produit, ce qui nous intéresse, c'est qu'on ne dise pas simplement on peut le réparer, mais qu'il soit vraiment réparé. On a constaté globalement, sur les 5 dernières années, un doublement en France du volume de produits qui sont réparés avec des consommateurs qui payent. Il y a des consommateurs qui vont aller voir un réparateur et qui vont trouver les pièces détachées, qui vont trouver un forfait de réparation qui va leur paraître intéressant, et donc ils vont faire le choix de conserver le produit. Donc un doublement. Mais des produits durables, c'est pas que ça. Quand on va travailler sur des produits durables, on va travailler sur la qualité.
Et la qualité, en fait, c'est un cercle, pareil dans l'économie circulaire, c'est un cercle qui s'auto-nourrit. En réparant les produits, en fait, on va déterminer exactement quels sont les défauts des produits, les tout petits défauts. Ça commence sur un grille-pain, on va se rendre compte que sur un grille-pain, c'est le petit ressort à gauche qui est défectueux. Et parce qu'on va connaître ça, et on ne peut le connaître que parce qu'on va vouloir réparer les produits, se forcer à les réparer, on va pouvoir améliorer les grille-pains. Et dans le même temps, sur les 10 dernières années, on a vu à peu près divisé par 4 notre taux de panne, simplement parce qu'on connaît mieux nos produits, parce qu'on les répare. Alors je fais juste un commentaire sur la garantie, si vous me permettez. Augmenter la garantie, c'est une fausse mauvaise idée. Une fausse bonne idée, pardon. C'est une vraie mauvaise idée. C'est une fausse bonne idée. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, aujourd'hui, si quelqu'un veut acheter un produit garanti à 5 ans, c'est pas possible. Tous les distributeurs sont ravis de vendre une extension de garantie. Donc le produit garanti 5 ans, ça existe. Parce que la garantie, c'est un coût. Et si on devait garantir tous les produits 4 ans ou 5 ans, ce coût il serait automatiquement ajouté dans le coût du produit, y compris pour ceux qui ne veulent pas, clairement, qui ne souhaitent pas forcément en bénéficier. Et pourquoi les vendeurs vous vendent souvent une extension de garantie ? C'est parce qu'ils estiment que les produits sont dans leur période de fiabilité, année 2, 3, 4, 5, c'est la période, on l'a vu avec la baignoire tout à l'heure, où globalement vos produits ne risquent pas grand-chose. Donc passer à 4 ans, ce n'est pas forcément une idée qui sera aussi utile pour le consommateur. Ensuite, il y a 2 autres aspects, en particulier en ce qui me concerne, c'est du petit électroménager, donc des produits qu'on rapporte facilement. Et malheureusement, souvent, on associe la garantie avec un bénéfice consommateur, et cette garantie, souvent, le distributeur va vous dire je vous garantis en fait que vous allez pouvoir avoir un produit, et donc un produit qu'on va vous échanger. Et échanger le produit, ce n'est pas le sens qu'on veut donner aujourd'hui à la planète en disant tous les 3 mois on vous donne un produit neuf et vous aurez eu un produit qui sera garanti mais avec un remplacement au fur et à mesure. Il faut qu'il y ait une obligation de réparation. Cette obligation de réparation, elle n'est pas inscrite dans le droit européen, puisque le droit européen donne le droit au consommateur aujourd'hui de demander un échange plutôt que de réparer son produit pendant la garantie. Enfin, il y a des contraintes légales, parce qu'aujourd'hui, Internet permet de vendre à travers les frontières très facilement, y compris depuis les frontières hors Europe. Et un distributeur qui vous vendrait un produit aujourd'hui depuis l'extérieur de l'Europe, mais même depuis l'extérieur de la France, pourrait vous le vendre avec des conditions de garantie nettement moindres, à un tarif donc nettement dégriffé éventuellement, et donc perturberait très fortement la concurrence au détriment des industriels européens. Donc, tous ces éléments-là, la bonne idée du départ, c'est évidemment si les produits sont garantis, on peut imaginer que tous les industriels les feront plus fiables. Mais avant ça, il y aura de très très gros bouleversements dans l'industrie. Et en final, le consommateur ne sera pas forcément le gagnant. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé d'augmentation, de doublement du nombre des consommateurs qui souhaitent faire réparer, mais dans l'absolu... Qui répare. Mais dans l'absolu, ça représente quelle quantité, combien de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de personnes, ou est-ce que ça reste très marginal ? Ah, plus de micro. Alors, venez. En France, c'est à peu près 600 000 produits réparés par an. Et pour vous, pour vos marques ? Voilà, pour nos marques, c'est environ 600 000 produits réparés par an en France. Et il y a 10 ans ou il y a 5 ans, on était à... On était à 2 fois moins. Voilà, 2 fois moins. Pardon ? Alors on a un très beau taux, on a des taux de qualité excellents, donc le taux serait bas, donc c'est un chiffre qui ne serait pas représentatif. D'autant plus qu'on répare aujourd'hui plutôt les produits qu'on a justement vendus il y a 3, 4, 5 ans, donc le ratio n'est pas forcément le plus intéressant. Comme on augmente nos ventes régulièrement, en plus c'est plutôt positif si on regarde des ratios, donc ça c'est pas le paramètre le plus intéressant. Et est-ce que c'est un argument de vente ou d'achat pour les consommateurs ? Est-ce que c'est devenu ? Alors il faut que ce soit un argument de vente, parce que si c'était pas un argument de vente, un groupe comme le nôtre, avec toute la bonne volonté qu'on a, le pousserait pas forcément. Donc il faut que ce soit un argument de vente, et c'est ce qui fait que le cercle vertueux il démarre comme ça. Un argument de vente, et cet argument de vente, il doit commencer par un produit réparable, ne doit pas être un produit plus cher. Personne ne veut payer pour que son produit soit réparable dans l'avenir. Donc ça veut dire que c'est une conception qui doit se travailler dès le départ. Guido a parlé d'éco-conception, c'est effectivement quelque chose de fondamental, que ce soit intégré dans toute la chaîne et dans toute la culture de l'entreprise. Aujourd'hui, ce qui est certain, cet engagement de réparabilité, puisqu'effectivement sur toutes nos marques, vous pouvez le constater sur nos produits, avec un logo bleu qui marque 10 ans réparable, c'est un engagement que pendant 10 ans, on pourra intervenir sur vos produits, qui sera intéressant pour vous. Ça va même au-delà, puisqu'on propose aujourd'hui des forfaits, quelle que soit la panne, quel que soit l'âge, quelles que soient les pièces, on pourra réparer votre produit pour un montant forfaitaire.
Et donc tous ces aspects-là font qu'aujourd'hui on estime que les études montrent entre 8 et 10% de consommateurs qui auraient prévu d'acheter un mauvais produit concurrent et qui basculent sur le nôtre parce qu'il est réparable. Alors quel changement dans l'entreprise en termes d'organisation? Vous avez un réseau de réparateurs, vous réparez vous-même, le public envoie ses produits pour avoir une idée concrète de la manière dont ça se passe? Alors on travaille avec des réseaux de réparateurs et des réseaux de proximité. La proximité est fondamentale puisque si on apporte un produit près de chez soi, ce sera plus facile, ce sera plus rapide et ça coûte moins cher. On travaille avec Envie et chez Guido souhaite qu'on officialise depuis longtemps le fait qu'on puisse réparer chez lui. Donc on peut, par contre, j'assume pas la garantie chez Guido, mais par contre on peut réparer chez Guido, il n'y a pas de problème. Allez-y, c'est pas loin. On travaille avec des indépendants et l'important pour nous c'est de maintenir cette profession et donc en leur donnant le maximum, qu'ils en tirent le maximum de bénéfices. Aujourd'hui, si vous achetez un forfait de réparation sur une marque Roventa ou Krups chez nous, la totalité de la main-d'œuvre, la totalité du forfait est reversée au réparateur parce que la pérennité de cette profession, c'est la pérennité en fait de la durabilité. Si demain il n'y a plus de réparateurs, on ne pourra plus réparer même avec toute la meilleure volonté du monde. Et il ne faut pas imaginer que les pays les plus vertueux sont les pays scandinaves, par exemple. Le pays où on répare le moins dans le monde, c'est la Norvège. Il n'y a plus de réparateurs en Norvège. Et si on veut vraiment savoir pourquoi il n'y a plus de réparateurs en Norvège, c'est parce qu'il y a quelques années, la Norvège a imposé 5 ans de garantie. Moi, je voulais savoir où étaient les entrepôts de Envie et si, en tant que particulier, on peut porter nos appareils à réparer et quelle est la démarche à suivre. Pour les Lyonnais, ils ne sont pas accessibles au public, donc il faut aller au magasin qui est situé dans le 7e, 12 rue de Kronstadt. Donc vers la route de Vienne, voilà. Vous trouverez tout ça, donc c'est là-bas, en fait il est pris en charge là-bas, et ensuite on s'occupe parce que c'est un site industriel et il n'est pas accessible au public. Ça peut être différent dans d'autres sites Envie qui ont un accès public dans leur site industriel. Je vais laisser quelqu'un dans la salle répondre. Tu veux ? Non, pour aller les récupérer. En fait, il y a... Alors, oui, on est en train de travailler un service de récupération à domicile des appareils. Donc, normalement, en septembre, août, on devrait lancer un service comme ça. Alors, en fait, c'est récupérer soit pour les réparer et les remettre en vente, soit pour les traiter comme il faut, donc recycler correctement les pièces. Non, pas forcément, non. Oui, Anselme, justement, il est stagiaire chez nous, donc il a travaillé justement sur ce sujet-là au magasin, parce qu'il y a beaucoup de demandes de particuliers comme vous qui se disent voilà, j'aimerais qu'on vienne me chercher mon appareil. C'est économiquement pas très rentable, mais du coup, voilà, on a trouvé peut-être une solution pour le faire, qui sera économiquement équilibrée, parce qu'il y a une vraie demande. Mais en fait, le consommateur est peut-être prêt à payer aussi une partie du service, pour être débarrassé et pour qu'on lui enlève ce qui encombre un local et récupère de la place. Non, c'est inclus. De toute manière, il ne le fait pas gratuitement, il n'affiche pas le prix, mais il en tient compte. Mais Envie fait pareil. Bonjour. Il y a quelques années, dans ma commune, il y avait les encombrants. On mettait tous nos encombrants, y compris l'électroménager dont on n'avait plus l'usage. Et très souvent, dans la nuit ou le lendemain, les gens passaient et c'était récupéré. On mettait un petit panneau en fonctionne et tout. Et maintenant, il faut porter en déchetterie. En déchetterie, on ne peut malheureusement pas récupérer. Et je trouve ça dommage parce que ça permettait
répondre. Enfin, les gens allaient récupérer des trucs et c'était... Alors, il existe les donneries, Guido. Peut-être pas assez. Oui, il y a un espace. Si vous avez des appareils de qualité que vous souhaitez voir réemployés, il y a des espaces dédiés dans les déchetteries de la métropole. Après, c'est vrai que c'est une question de maîtrise de la filière. Si vous laissez des choses dans la rue que les gens récupèrent, vous ne savez pas ce que ça devient. Donc il y a quand même un sens à structurer tout ça, même si ce n'est pas forcément très simple en milieu urbain. Il y a des initiatives pour plus collecter le samedi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des collectes solidaires organisées, voilà. Pour pouvoir du coup faire en sorte que le taux de captation de déchets d'équipements électriques et électroniques soit plus important en ville. Il est très élevé à la campagne et paradoxalement il est très faible en ville parce que c'est très compliqué pour les gens de descendre leurs appareils à l'étage voilà. Donc la collecte en ville est un vrai sujet. Je parlais d'objectifs du réemploi. Aujourd'hui il y a des objectifs en termes de quantité d'appareils récupérés par rapport à la quantité d'appareils mis sur le marché. Et en fait, ces objectifs voilà, l'État est très ferme par rapport à ça, et les éco-organismes qui gèrent ce recyclage ont entre guillemets la pression pour atteindre ces objectifs-là. Et du coup, en ville, ils essaient d'avoir des initiatives pour augmenter le taux de captation de ces déchets. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Une autre réponse, c'est la solution que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire cette plateforme de collecte et de tri d'encombrants métropolitaine, qui fait en sorte qu'en fait on a un système, ce sera peut-être le système de collecte de déchets, quel qu'il soit en ville, à terme, où la ville, je ne sais pas, il faudra trouver un modèle économique pour qu'on capte tous les déchets, qu'on les amène sur une plateforme, qu'on y fasse le tri et qu'on répare ce qu'on peut réparer et qu'on traite dans les filières spécifiques tous les déchets. Alors qu'aujourd'hui, comme c'est pas structuré, ça part tout souvent en enfouissement. Donc c'est un peu du n'importe quoi d'un point de vue écologique et économique aussi. Encore une ou deux questions à ce propos, oui. Alors, mais le rythme n'est peut-être pas suffisant. Oui. Oui. Ici. Dans mon immeuble, on a tous vidé. Dans mon immeuble, on a tous vidé nos tiroirs qui contenaient tous les chargeurs, les câbles. Voilà, il y a un stock. Les 28 272 connexions pour les box TV. On avait tous des cartons où il y en avait. Et j'ai mis un petit mot. Ouais, on a mis un carton, on les a donnés. Mais il faut le faire, il faut y penser. Oui, les filières sont encore organisées pour beaucoup d'équipements. En tout cas, moi, c'est un sujet de transformation systémique, je veux dire, d'amélioration sociale dont je parlais tout à l'heure en parlant du site de la théorie U. Il y a quelque chose à inventer collectivement pour gérer ces problématiques-là aujourd'hui. Donc les solutions, elles n'existent pas forcément, mais il faut en trouver. La métropole, elle propose des choses. Effectivement, on expérimente cette plateforme, mais il y a certainement des choses à mettre en place avec les citoyens pour mieux recycler à l'avenir. Et ça ne se fait pas tout seul. C'est pas un politicien dans son coin qui décrète. Voilà. C'est vraiment un vrai travail d'intelligence collective à mener, à mon sens, à ce sujet-là. D'innovation. Une autre question, madame? Il y a quelque temps, j'ai eu un ampli. J'avais une chaîne stéréo et un ampli était fatigué. Il marchait encore, mais il y avait quelques trucs qui allaient plus très bien. Donc j'ai appelé plusieurs réparateurs de matériel audio électronique à qui j'ai proposé de leur donner cet appareil. Et ils m'ont tous dit non, il nous faut du neuf. Pourtant c'était un modèle qui existait encore, mais qui était un peu vieux.
Et donc, je n'ai trouvé aucune solution que de le mettre à déchetterie, et donc il a été enfoui. Seb ne vend pas encore d'ampli, donc ça viendra peut-être. Non, mais il y a des trous dans les dispositifs pour le son, je pense, pour l'informatique, il y a encore pas mal de lacunes. Bien. On a fait, je crois, donc un tour assez large de toutes les questions. Moi, je voulais remercier donc nos intervenants, donc Guido, là, qui nous a donné un éclairage et un formidable message d'espoir, notamment, et quelque chose que je crois que nous sommes nombreux à partager sur cette démarche des petits pas. Il y aura encore certainement un certain nombre de pierres sur nos chemins, mais en fait, on saura les contourner et les passer. On a vu effectivement aussi, avec les témoignages des industriels de Centralpe, que des solutions étaient en place, étaient là. Donc je crois que collectivement, donc, on doit pouvoir agir. Et en tout cas aujourd'hui, je voulais remercier pour IESF, pour les amis de l'université et pour la S2E, donc de nos intervenants, donc qui ont transmis vraiment un message fort, et vraiment un message d'espoir. On a les solutions, on peut agir ensemble, on peut trouver ensemble des solutions. Merci.